Que savons-nous des structures expérimentales ? Malheureusement, du fait de la médiatisation aléatoire de ces dites structures, beaucoup ne sont même pas au courant de l'existence de ces alternatives. C'est pourquoi cette année, 2 élèves du CEPMO ont créé un projet, bientôt rejoint par une quinzaine d'autres élèves, avec l'objectif de réaliser un reportage sur les lycées expérimentaux, afin de leur donner plus de visibilité. Nous sommes donc partis dans toute la France, à la recherche d'expériences humaines et de moyens de compréhension des raisons et ambitions de ces établissements alternatifs. Nous voulons, à travers ce reportage, vous montrer qu'une autre pédagogie, qu'une autre éducation est non seulement possible, mais déjà en place. A priori, on prend tous les profils. Leur point commun, c'est de vouloir venir et de tenter une autre manière d'apprendre, d'accepter d'être dans un établissement et d'être partie prenante dans un établissement qui demande aux élèves de s'impliquer, de le porter aussi en étant force de proposition, en faisant preuve d'autonomie, en étant curieux, en acceptant aussi les défis d'être responsable et dans ce sens-là de se préparer aussi à une certaine forme de citoyenneté. Alors le CEPMO, pour moi, c'est une nouvelle chance puisque moi, je n'ai pas pu aller au lycée et pour avoir mon bac. En fait, après la 3e, j'ai voulu aller en bac ST2S, donc c'est un bac technologique. Et comme il y avait très peu de place, j'ai pas été prise. Et du coup, j'ai pas voulu aller en filière générale en ES, c'était mon 2e vœu. Et donc j'ai pris un CAP, enfin j'ai choisi de faire un CAP esthétique. Et je pensais que ça me plairait, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ce métier. Donc j'ai quand même eu mon examen et j'ai travaillé par la suite. Et après, j'ai décidé de reprendre mes études pour être kiné. J'ai décidé de venir ici pour justement m'émanciper, on va dire, scolairement et se redécouvrir et apprendre de soi en parallèle avec le scolaire. Et c'est pour ça, entre autres, que je suis venu. J'ai des petits problèmes d'autorité, donc ça se passait pas forcément très bien avec les profs. Ouais. Sinon... c'est la raison commune. Ouais, voilà, c'est la raison commune, quoi. Rien de bien extraordinaire. Et puis chez moi, c'était moyen, donc aller au CEPMO, ça me permettait aussi d'acquérir mon indépendance. Ouais, c'est ça. Et d'être dans un environnement où je serais pas en conflit avec les adultes, entre guillemets, quoi. Tout simplement. Comment dire, j'avais eu pas mal de problèmes au collège. Beaucoup de gens me faisaient chier. J'étais le stéréotype de l'intello. Donc c'était plutôt problématique pour moi, je me faisais tacler tout le temps. C'est ça qui m'a motivé à justement rejoindre le CEPMO. Trouver quelque chose d'autre, voir d'autres personnes, des personnes motivées à la fois par leur éducation et par leur plan d'avenir, et aussi motivées à s'ouvrir vers les autres. Alors qu'est-ce qui m'a amené au CEPMO, c'est que depuis tout petit, depuis que je suis gamin, dès la maternelle, ça s'est très mal passé avec les professeurs. Et au fur et à mesure des années, on a découvert que j'étais dyscalculique dyspraxique. Du coup, ça a amené à que je fasse beaucoup de tests chez des médecins, des docteurs à l'hôpital. Et les années collège se sont assez mal passées, les années primaires pareil. Arrivé en 3e, je rate mon brevet. Et au final, j'ai pas été pris dans mes bacs pro de base. Donc du coup, on m'a relégué dans un bac pro que je n'aimais pas. C'était en PAO, dans un lycée un petit peu plus loin dans ma ville. J'ai fait à peu près un jour là-bas. Juste avant, une semaine avant de rentrer dans ce bac pro, j'avais
pris rendez-vous parce que je savais que je voulais aller en général à la place. J'ai pris rendez-vous avec un lycée privé où il m'avait totalement descendu. Le type m'avait dit que de toute manière j'y arriverais pas. Ça a commencé par l'expérience classique que j'ai eue au collège. Ça a été une période assez compliquée. J'en garde pas un très bon souvenir puisque je suis un ex-souffre-douleur. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, ça passe par tout et n'importe quoi. Je vais pas vous faire la liste, mais j'ai le droit à tout, insultes, crachats, matériel détérioré et tout le tralala quoi. Donc vraiment j'avais vraiment besoin de changer d'air après ça. Et je voulais pas au lycée recroiser les mêmes têtes, celles qui m'avaient pourri ma scolarité. Donc vous avez toutes les deux dans la vingtaine d'années. Ça veut dire que vous avez redoublé? C'est un peu particulier, ouais. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études, j'ai eu un petit garçon et je les ai repris dernièrement là en fait. D'accord. Moi j'ai fait une école de coiffure avant de faire un bac général. Donc c'est pas, ouais, vous avez pas fait, vous avez fait du collège quand même, du lycée avant Collège jusqu'en 3e. Ouais. Après moi 2 ans d'école de coiffure. Et après je suis arrivée en première au Clé. Pourquoi au Clé justement? Pourquoi pas dans un autre établissement? Parce qu'en fait le Clé c'est l'établissement de la seconde chance. Voilà, je m'appelle Ariane Cabin. J'ai arrêté l'école pendant 2 ans. J'ai passé le bac 2 fois. Et puis voilà. Et puis je suis rentrée ici par recherche, etc. Moi je m'appelle Samy, j'ai 24 ans. C'est ma 5e terminale. D'accord. C'est ma 5e terminale, c'est ma 3e licence ici. D'accord. Toujours en terminale, 3e terminale ici. Et je crois que ça explique assez. On comprend vite le personnage, quoi, du coup. Non. De l'orientation, à la base, c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire. Et voilà, puis j'ai eu besoin de me construire aussi moi-même, personnellement, en dehors de la scolarité, système scolaire, l'école. Ouais, donc voilà, voir la vie au spa. Voilà, c'est ça, pas la seule préoccupation de passer son bac. Et... Voilà. Je suis arrivé, je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas si je voulais le bac, si je voulais faire autre chose à côté. Ma première année, je l'ai passé un peu à essayer des choses, à me balader entre un atelier et un autre. Et au bout de ma 2e année, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était de la lumière. C'est-à-dire être technicien lumière, parce qu'ici on fait des spectacles et il y a une équipe qui s'occupe de faire les lumières de ces spectacles. Et j'ai découvert ma passion là-dedans. Toutes ces années où j'ai été, je me sentais mal dans un système traditionnel, je pouvais pas m'exprimer assez. Ici c'était possible et voilà, et j'ai raté ça quoi. Regret, mais aussi t'as quand même de la chance de pouvoir passer au moins un an. C'est vrai qu'on se sent hyper chanceux. Moi, tous les matins, je me lève, je me dis, je sais qu'il y en a plein qui rêveraient d'être à ma place. Alors, il y a différents profils. Il y a des élèves qui étaient très mal dans le système traditionnel. Donc, qui du coup ont recherché une relation avec les enseignants, un enseignement différent. Et il y a aussi des élèves qui ont toujours suivi un cursus alternatif, qui sont passés en primaire à Vitruve par exemple, ensuite qu'on fait un collège à De Crolly, c'est un établissement aussi qui propose une pédagogie alternative et qui termine le lycée ici. Moi avant le PIL, donc j'étais dans un collège privé. Ouais. Après le collège, je suis parti dans un établissement public, donc un lycée général. T'as fait ta seconde là-bas? J'ai fait ma seconde là-bas, mais ça s'est mal passé. J'ai eu des soucis personnels, voilà. Donc j'ai arrêté, j'ai décroché en janvier. Ah oui, ça fait... En janvier jusqu'en juin, jusqu'à la fin des cours. Okay. J'y allais de temps en temps pour dire bonjour aux potes, quoi. Et entre-temps, voilà, puis après, entre-temps, je me suis fait hospitaliser suite à mes soucis.
Et bon, je parlais avec mes professeurs et puis ils ont décidé de me faire redoubler. Donc j'ai redoublé dans le même établissement, en seconde, pareil, en général. Et ça a été la même chose. Ah, t'as fait une deuxième année en seconde Une deuxième seconde, ouais. D'accord. J'ai fait une deuxième seconde et ça s'est mal passé aussi. Moi, ce qui me passionnait aussi, c'était de réfléchir à la différenciation dans la classe, comment amener tous les élèves à s'impliquer, à réussir. Je trouvais intéressant, je souffrais par exemple au niveau des conseils de classe. C'était un temps qui me faisait souffrir moi, en tant qu'enseignante. Donc il y avait une réflexion sur le conseil de classe, les projets interdisciplinaires. La relation à l'élève n'est pas la même quand même, je dirais en globalisant un petit peu. La relation de manière est envisagée, je dirais, est envisagée globalement par l'équipe comme assez différente et je dirais homogène, quoi. Alors que il y a dans les collèges où je suis passé auparavant, eh bien chacun avait sa vision, ça pouvait friter, ça pouvait un petit peu être complexe, alors que là je trouve que l'effet équipe réduite et aussi réunion où on se voit, où on discute ensemble, c'est vrai que ça crée aussi une harmonisation naturellement presque de la vision, de la relation, tout ça. Je désirais beaucoup être dans un lycée expérimental. J'ai enseigné dans le passé dans le système traditionnel et je me suis trouvé très mal à l'aise par rapport à la hiérarchie, la discipline, l'autorité qui est imposée dans ces lycées-là. Et c'est une manière d'enseigner qui ne me convenait pas. Du coup, je cherchais à enseigner autrement. Et voilà, donc déjà j'avais un désir assez fort d'expérimenter d'autres manières d'être en relation avec les élèves, d'autres manières de transmettre un enseignement. La liberté ici, une liberté dans plein de sens différents, mais aussi au sens de collectivement il se passe beaucoup de choses qui ne peuvent pas se passer ailleurs. Voilà, et donc la possibilité de parler autrement aux gens, d'expérimenter d'autres choses, de faire autrement de la philosophie tout simplement. Ce qui m'a motivé à faire partie, c'est que je cherchais un autre rapport à l'élève. Donc du coup, la possibilité proposée par l'établissement m'a beaucoup intéressé parce que elle semblait me contenir cette possibilité à la fois donc de transmettre donc les savoirs auxquels j'ai été formé et en même temps donc d'explorer différents dispositifs qui a priori doivent faciliter aux élèves de s'approprier ces savoirs-là et en même temps de se constituer une certaine culture. Je parle par exemple du soutien, de l'accompagnement qu'on fait en tutorat et puis aussi donc des dispositifs qui sont censés permettre aux élèves d'être partie prenante dans l'établissement, comme par exemple la coordination élève, l'agora. Donc ce sont ces possibilités qu'on peut mettre en place, certainement aussi grâce à des effectifs plus petits qui m'ont rendu cet établissement intéressant et je pense au-delà aussi comme un petit laboratoire qui peut donner des idées au système global. Donc moi ça fait très longtemps que je suis aux clés. J'y suis venue pour plein de raisons. Déjà parce que le rythme scolaire il est quand même totalement différent par rapport à un établissement traditionnel. Vous avez peut-être remarqué, nos élèves fonctionnent par 45 minutes de cours ou 1h30. Non plus de cours proprement dit l'après-midi à partir de 14h30. Moi je suis professeur d'allemand, donc ça ressemble un petit peu aussi au système qu'il y a en Allemagne, hein, avec des après-midi qui sont libérés. Et puis le travail d'équipe aussi, moi m'a toujours intéressé. Le fait que ce ne soit pas forcément l'administration qui impose des choses, mais que ce soit plus de l'autogestion, hein, savoir l'émanation d'une équipe qui fasse remonter des projets, ça je trouve ça quand même très intéressant. La rotation des tâches aussi, hein, moi j'étais dans des tâches de direction, je n'y serai plus en septembre 2015, j'y retournerai peut-être à un autre moment, je trouve ça passionnant, parce qu'on n'est pas que prof quand on est aux clés, on est prof,
on est aussi tuteur, et puis on peut être aussi amené sur des tâches tournantes à voir un peu le système éducatif dans son ensemble. On peut être amené à rencontrer des chefs d'établissement et voir un peu comment ça fonctionne ailleurs. Quand on est, j'ai envie de dire, simple prof 18 heures ailleurs, on n'a pas ce lien-là avec l'administration, avec l'institution scolaire. Et ça, c'est intéressant. Moi, je suis un militant pédagogique. Quand je suis venu ici, c'était vraiment une volonté parce que ça correspondait à un projet qui m'est cher par rapport à la fois à mon engagement professionnel en tant que documentaliste et puis par rapport aux valeurs auxquelles je crois dans l'enseignement d'une façon générale. Et un pilier parce que les activités de recherche documentaire sont vraiment au cœur, on dit, c'est un affichage qu'on peut avoir à d'autres endroits. Ici, c'est vraiment ça. Et ça fait partie, c'est au cœur du projet depuis qu'il existe en 87. C'est-à-dire que quand le projet a été élaboré, l'idée, c'était que la recherche, le travail en autonomie, ça faisait partie d'une des composantes fortes du projet, au même titre, par exemple, que l'informatique à l'époque. C'était vraiment associé. Donc, le documentaliste qui anime toutes les activités autour de la recherche, forcément, était au cœur aussi du projet. Donc, c'est pour ça que c'est... Et je crois que d'une façon générale, j'aimerais bien que ça soit un peu plus revendiqué dans les autres établissements innovants, la place de la recherche, puisque la place de la recherche et de l'accès à la documentation, c'est aussi la place à l'autonomie, ouais. Et le fait que les élèves soient en charge de projets. Nous voyons que dans ces établissements, nous retrouvons des profils d'élèves variés, avec des parcours divers, mais toujours à la recherche d'un système différent. Quant aux professeurs, ils partagent des valeurs communes. Ils travaillent en équipe pour élaborer les objectifs correspondant aux besoins des élèves. Au-delà de cette volonté commune de mettre l'élève au centre de la pédagogie, les établissements suivent des objectifs qui leur sont particuliers. Mais quels sont-ils ? Comment est venue alors l'idée de Clisthène ? Au départ, c'est un chef d'établissement et une CPE qui travaillait ici au Collège du Grand Parc, qui était formateur prévention violence. Et à force d'aller dans des établissements, résoudre des situations conflictuelles, de proposer des dispositifs aux équipes, se sont dit bon, autant faire un établissement qui d'entrée de jeu met en jeu tous ces dispositifs, mais de façon cohérente et en synergie avec toute une équipe qui tourne autour de ça. Le CEPMO, c'est un lieu de rencontre avant tout, un lieu où finalement on vient partager une expérience humaine qui se base en fait sur les apprentissages. Voilà. Mais autour des apprentissages, il se passe un certain nombre de choses parallèles qui font en fait toute la richesse et la diversité. Ce qui est particulier au LAP, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres lycées expérimentaux, mais c'est qu'on ne peut pas dire tout à fait qu'il y aurait un système ici. C'est-à-dire que c'est une institution qui est en perpétuelle évolution et perpétuelle remise en cause. Ce qui est assez déroutant par exemple quand on arrive, parce qu'il n'y a personne qui te dit voilà comment ça fonctionne ici, on fait ça, 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 et de cette manière-là. En fait, tu débarques, tu as plein de réunions, plein de choses qui se passent, plein de choses qui se disent, et en fait tu sens qu'il n'y a rien de fixe ici. La problématique, c'était pas de transmettre une idéologie ou des valeurs. Il y a des élèves qui décrochent, qui trouvent pas leur place à l'école, qui sortent du système scolaire sans qualification, sans diplôme. Comment on peut leur permettre de remettre un pied dans l'éducation, dans un projet éducatif, dans un projet de formation, sur un an. Comment on peut les accueillir pendant un an et essayer de les remettre sur un projet de formation sur les rails. Voilà. Après, il y avait un parti pris éducatif. Le parti pris éducatif, c'est que toute personne est éducable. Un double objectif en fait, créer d'abord évidemment l'objectif bac, donc comment suivre une scolarité quand même assez complète, et puis donc développer ce qu'on pourrait appeler un projet de vie. Moi je dirais plus modestement se réconcilier avec une chose assez précise qui n'est pas la vie tout entière, qui est apprendre. C'est quand même important de se réconcilier avec le fait d'apprendre, parce qu'ils veulent le bac, mais ils veulent aussi poursuivre des études après le bac. Donc du coup, il faut que ce soit un lycée qui soit ouvert sur l'extérieur,
et qui laisse la possibilité aux jeunes de sortir, de rentrer, d'aller voir ce qui se passe dehors, de le ramener à l'intérieur, de prendre ce qu'ils font à l'intérieur, de le ramener dehors. Ouais, ces questions-là, elles soient traversées pendant toute la scolarité. Dans un premier temps, c'est d'abord ouvrir les possibles et tout ce qui peut être accessible. Et puis ensuite, c'est de leur faire éprouver des projets qu'ils annoncent de reprise. Si ce projet il est complètement réaliste et il est porté par le jeune, ben, vous avez déjà gagné. Le travail, il se met vraiment en place quand il y a un décalage entre ce que le projet qu'annonce le jeune et ce qu'il est capable d'obtenir dans l'année impartie par le lycée. Donc la question du temps, de la durée, est un enjeu important dans le parcours, dans le cursus, dans le parcours de raccrochage. Malgré l'aspect très scolaire de l'objectif bac, que la plupart des structures partagent, d'autres aspects plus sociaux, plus directement liés à l'éducation alternative, prônés dans ces établissements, se retrouvent au cœur de leur projet éducatif. On retrouve en effet une volonté d'aider l'élève sur un plan personnel, de lui donner les moyens lui permettant d'atteindre une certaine autonomie. Et plus que tout cela encore, les outils permettant à l'élève de se construire et de réaliser ses projets. Par là même, ces structures tentent de redonner l'envie d'apprendre et de travailler à l'étudiant. Pour que puissent s'épanouir les élèves, ces lycées ont dû innover et s'adapter au public. En fonction des milieux et profils, on trouve alors des objectifs différents, mettant cependant toujours l'élève au centre. Certains ont par exemple privilégié des petites classes, ou bien d'autres les travaux manuels. Quels sont alors ces moyens mis en place et comment répondent-ils aux objectifs ? Oui, alors en effet, on a la chance d'être innovant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de travailler notamment avec les tablettes dans tous les niveaux. Donc suivant les professeurs, c'est utilisé de façon différente. Voilà, déjà premièrement, ça évite de faire énormément de photocopies, donc ça protège l'environnement. Et puis après, pour chaque professeur, ça va être utilisé avec des applications différentes. Nous, en tant que professeurs de langue, on peut l'utiliser pour déjà s'enregistrer, les évaluations à l'oral, des choses comme ça. Ça peut être évidemment pour voir les documents. Il y a plein d'applications différentes qui permettent aussi aux élèves de s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment un outil assez intéressant. Il y a vraiment une ambiance différente des autres lycées, avec les profs, avec les élèves. Il y a beaucoup d'autonomie. Puis c'est un lycée international, donc c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres cultures. Voilà. J'ai aussi appris des valeurs au sein de ce lycée, comme la solidarité, par exemple, l'entraide. Comme on est très peu, on se connaît tous, ou presque. Donc du coup, un bon mélange de culture, d'idéologie et de façon de vivre. Donc beaucoup de positifs en soi. Et moi je suis venu dans le cadre plutôt ACF, vraiment de l'autonomie, je recherchais vraiment l'autonomie. Et quand j'ai vu ACF, ça m'a conforté dans mon idée d'être vraiment 4 heures vraiment tout seul avec un prof référent et pouvoir monter un projet. Donc ça ne nous apporte pas le côté théorique, mais le côté aussi pratique. Mais c'est ça, je trouvais aussi c'était vraiment fort. C'est-à-dire que la libre fréquentation, au début, quand tu arrives, c'est notre principe de base. C'est-à-dire que tu penses que tu peux venir ou pas venir. Si t'as pas envie de venir au lab, tu viens pas, tu restes sous ta couette et tu fous rien. Mais en fait, ici, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que la libre fréquentation, en fait, c'est juste que si un cours t'intéresse pas forcément, et au sein du lab, tu peux juste changer ton emploi du temps, aller à un autre cours, essayer de t'intéresser à d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple, moi qui suis en terminale ES et qui ai des grosses difficultés en maths, j'ai pas forcément le niveau de terminale ES justement, donc du coup je peux aller aussi à des cours de seconde ou de première pour essayer de rattraper un peu mon retard, quoi. Donc ça c'est un peu intéressant. En fait la libre fréquentation des cours, ça veut aussi dire qu'on peut aller dans n'importe quel cours, quoi. Pas que ne pas aller en cours. Dans sa vie. Donc, il y a cette double chose, des gens qui sont volontaires, des gens qui sont
un peu plus âgés, qui ont travaillé, qui ont voyagé, qui ont fait d'autres choses que d'aller à l'école, et qui donc peuvent illustrer intérieurement certains concepts par une expérience personnelle. Généralement, dans les lycées alternatifs, il y a des plages horaires, des formes d'institutions qui sont mises en place, telles que des formes de tutorat ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que ça existe ici aussi? Bien sûr, il y a un tutorat ici, qu'on appelle la référence. Chaque élève a un tuteur, un référent, et où on fait le point sur la scolarité et sur ce qui va pas, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va aussi. On essaye de voir aussi en référence ce qu'ils veulent faire de leur bac. C'est-à-dire que la volonté de départ de raccrocher, souvent pour faire des études, il faut la travailler, cette volonté-là. Au départ, c'est une volonté un peu magique, je veux, mais qu'est-ce que ça veut dire cette volonté, quel est le projet, etc. Comme on n'est pas beaucoup, c'est beaucoup plus facile de revenir sur certains points ou même carrément sur certains chapitres. Si par exemple l'ensemble des élèves veut reprendre un chapitre, je pense que le prof pourrait très bien le faire. On avance beaucoup plus vite, donc ça fait qu'il peut revenir sur certains chapitres et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en fait avec eux on a un travail à la fois pédagogique classique, à savoir les préparer au baccalauréat, et en même temps un travail éducatif d'accompagnement. Selon qu'est-ce qui est expérimental au SAPMO? Il y a beaucoup de choses qui sont expérimentales. Le fonctionnement déjà, en tant que lycée autogéré par les profs du moins, vu qu'on a bientôt 18 profs maintenant, pas de vie scolaire, pas d'administration, donc pas de lien hiérarchique non plus. Ça veut dire que toutes les décisions sont prises en se concertant, en essayant d'arriver au consensus. C'est quelque chose d'assez peu commun. Par exemple, les UR pour les secondes. Donc l'idée de faire des cours partagés entre deux professeurs, un cours de mathématiques, un cours d'histoire qui vont être mélangés pour créer un cours ensemble. Ou juste le fait par exemple de faire un cours dehors sur la plage, par exemple, ça c'est une expérimentation qui n'existe pas ailleurs. Ce qui est expérimental, c'est aussi l'enseignement. On est des petits effectifs, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec des classes à 35-40. Et aussi là on est en plage de projet, c'est aussi l'occasion pour les élèves de connaître quelque chose de différent et surtout de voir leurs profs différemment. C'est vraiment une autre façon d'appréhender l'éducation. La plupart des lycées expérimentaux s'inspirent de la philosophie de l'éducation rousseauiste. L'élève est au centre du système pédagogique. Pour ce faire, le nombre d'élèves par classe a été diminué. Les professeurs sont plus proches des étudiants et les élèves sont encouragés à créer leurs propres projets. Cela afin de favoriser le climat scolaire. Au cours de nos voyages, nous avons découvert diverses méthodes d'enseignement, divers objectifs propres à chaque établissement qui nous ont permis d'élargir notre connaissance de l'éducation alternative. Pourtant, bien que ces enseignements offrent des solutions aux problèmes parfois posés par l'enseignement classique, ils ne sont encore que très peu reconnus. La question de l'avenir de ces structures se pose alors. Le système de la base, c'est un collège-lycée. C'est-à-dire que ce qui nous manque, il nous manque encore un étage de la fusée, c'est l'étage de la seconde générale et technologique qui nous permettrait de finaliser le cycle d'orientation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore lâché, loin de là, parce qu'on aimerait bien effectivement avoir une seconde générale aussi qui nous permettrait de finir le travail d'orientation et de certification des élèves. On a d'autres projets aussi, on a peut-être l'idée aussi de commencer plus tôt, c'est-à-dire de fusionner avec une école primaire pour faire une école du socle en fait. C'est-à-dire balayer toute la scolarité obligatoire, du CP jusqu'au lycée. C'est vrai que le fait d'avoir une structure qui serait à 2 ou 3 divisions par niveau, 300 élèves, plus une seconde générale, 350 élèves, ça fait une taille d'établissement qui est à la fois respectable, qui permet pas mal, je dirais, de mélange, de renouvellement, d'avoir des équipes pédagogiques plus grosses, donc qui peuvent davantage se répartir aussi le travail, hein, c'est-à-dire qu'une semaine interdisciplinaire, qu'on la fasse à 100 ou à 300, ça ne change rien du tout. En revanche, pour les professeurs, c'est un énorme boulot.
Donc plutôt que de refaire 3 fois le boulot, on le fait une fois et puis on peut faire d'autres choses par ailleurs. Alors le PIL, il évolue pas mal, puisque pour l'instant, en fait, on avait une sorte de développement de raccrochage horizontal sur les différents vecteurs de raccrochage, alors par la solidarité, le développement durable, la manipulation de matériaux, le sport, pour ce qui est du ELI, l'interrogation des savoirs scolaires. On avait un dispositif comme ça de raccrochage horizontal. Et puis avec l'association de l'arrivée du micro-lycée, on a maintenant un raccrochage vertical avec une classe de première et de terminale. Et l'année prochaine, ou à l'avenir, on va certainement créer une structure qui ferait un peu le nœud entre tous ces dispositifs horizontaux et un accès à la première du micro-lycée. Donc ce serait une sorte de classe seconde préparatoire, mais qui serait assez souple en termes de fréquentation. Ce ne serait pas une seconde type d'1 an pour préparer au micro-lycée. Ce serait aussi un lieu pour permettre à des jeunes qui sont en lycée intégral ou ailleurs de venir faire un stage une semaine, un mois pour découvrir des pratiques, des choses, et puis repartir. Et puis les jeunes qui sont au micro-lycée, qui ne sont pas encore tout à fait mûrs ou tout à fait prêts pour suivre un programme de première, puisqu'il y a comme la pression du bac assez vite, assez forte, et qui du coup peut les sanctionner brutalement, va prendre le temps de faire une année de préparation pour ensuite accéder au micro-lycée. Donc il y a un nœud là qui devrait se développer. Qui ferait finalement le lien entre les deux. Et du coup, il y a un nouveau projet qui s'appelle Future Classroom Lab, qui rassemble toutes les expertises de tous les projets d'avant. Et le but, c'est de tester les nouveaux scénarios, créer des nouveaux scénarios pédagogiques avec les nouvelles technologies, mais pas que, en tenant compte de l'espace physique d'apprentissage. Donc on essaye de repenser l'aménagement des salles pour faire des classes de demain, on peut imaginer ça comme ça, dans lequel on organise les choses par rapport aux situations d'apprentissage, c'est-à-dire si les élèves veulent collaborer, on va les mettre dans un espace où il y aura des canapés ou je sais pas, ou un endroit pour pouvoir discuter. Si les élèves veulent produire, on va les mettre avec une caméra par exemple, avec voilà, un système, un studio pour qu'ils puissent produire une émission de radio, voilà. Et puis avoir du coup des espaces différents en fonction de ce qu'on voudrait que les élèves fassent ou de ce que les élèves veulent faire. Peut-être que demain, les classes seront toutes des classes de demain. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait qu'on peut faire en lycée traditionnel, ça c'est clair. Même voilà, travailler à 2 matières, la pédagogie de projet, moi c'est des choses que je faisais avant d'aller venir au micro-lycée, que j'ai développé plus ici, mais qu'on peut quand même faire. L'éducation nationale, elle est faite pour un certain type de personnes, où il y a des gens qui sont très heureux dans les lycées classiques, et puis il y en a d'autres qui ne correspondent pas à ce mode de pensée, donc nous on est là, et on ne peut pas faire, il n'y a pas d'éducation universelle je pense. Il y a besoin d'avoir plein de types d'éducation différentes parce qu'on est tous différents dans notre façon de penser. Moi déjà, je pense pas qu'on pourrait faire des lycées comme ça partout en France, parce que même des fois, à chaque fois justement je reviens au stage, mais à chaque fois il y a des élèves qui viennent le premier jour et après ils se barrent et ils appellent un prof pour dire mais moi je pourrais pas être là-dedans, ça me convient vraiment pas. Donc je pense vraiment que le tradi ça convient vraiment à des personnes, mais on devrait faire peut-être moitié-moitié je pense. Moi je pense qu'on devrait déjà laisser plus de liberté à chaque lycée de trouver son mode de fonctionnement qui lui correspond. Donc du coup à ce moment-là il faut vraiment interroger les élèves. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Le lycée Autogéré on en a un bon exemple, quoi. Ça fait 30 ans que ça existe et puis on tient la route, quoi. On est encore debout. Donc c'est pas complètement une utopie quoi, de se gérer complètement. Ouais, c'est surtout l'état d'esprit au niveau de l'enseignement qu'il faudra peut-être mettre dans les autres lycées. Pas forcément à chercher à enfoncer un élève, mais comme ils font, dès que ça va pas, tu prends l'élève à part, tu lui dis ouais, t'as ça qui va pas, essaye de corriger. Et
Ça, la mentalité par rapport à l'enseignement et aussi les soutiens. Les soutiens dans les autres lycées, c'est pas forcément ça. Ici, on a vraiment des plages spécifiques au soutien et même l'après-midi, après les cours, les profs sont... C'est-à-dire que les lycées expérimentaux, comme vous le savez, puisque Oléron comme le Clé, font partie des 4 lycées de départ, historiques, on va dire, nés en 82. Il y a quand même eu des petits qui ont été faits, parce que vous connaissez les autres lycées expérimentaux qui existent, j'imagine, en France, Grenoble, des micro-lycées aussi. Micro-lycées, Grenoble, Poitiers, etc. Bon, il y a eu quand même d'autres expérimentations de fait. Il y a une petite vingtaine de microstructures ou de structures un peu plus importantes. Donc les choses ont quand même évolué, mais on pourrait imaginer que l'idéal serait qu'il y ait un lycée expérimental par académie. C'est ça qu'il faudrait, je crois, dans l'idéal, à savoir une offre scolaire qui soit faite au moins aux élèves qui le souhaitent. Je pense que le Clé ou le LAP ou peut-être Oléron ne convient pas forcément à tous les élèves, ni à tous les profs, mais qu'il y ait une offre possible, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes au Clé sur l'Académie de Caen, région de Basse-Normandie. Donc le fait que plus d'élèves puissent avoir cette opportunité, ce serait quand même une bonne chose, parce que nous on refuse forcément beaucoup d'élèves. Vous le savez peut-être, on n'a que 2 classes de chaque niveau, donc forcément ça fait des petits effectifs et on a souvent beaucoup plus de demandes que de places. Donc on pourrait espérer que les choses bougent un petit peu. On sait bien que c'est pas simple, on sait bien qu'il y a des profs qui sont très engagés dans des modifications de leur statut de prof, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des enseignants qui veulent faire 18 heures dans leur matière, ne pas forcément avoir à se préoccuper de tutorat, de choses comme ça, ou faire autre chose que leur matière. C'est aussi un peu redéfinir ce qu'est être professeur. Donc c'est pour ça qu'il faut être volontaire pour venir au Clé en tant que prof et aussi en tant qu'élève. Il apparaît alors que prendre en considération l'élève dans son individualité est primordial. C'est pourquoi les dispositifs pédagogiques de l'enseignement expérimental offrent des alternatives concrètes à l'éducation classique. La nécessité de recourir à une diversité de méthodes pédagogiques, aussi bien classiques qu'alternatives, paraît aujourd'hui nécessaire, afin de mieux s'adapter à la diversité de profils d'élèves. La solution ne résiderait-elle pas alors dans l'implantation égale de multiples méthodes pédagogiques ?